La session d'aujourd'hui va être un peu différente. D'habitude, je reste vraiment dans le rôle de la tante qui est là pour écouter, pour aborder quelques clichés, apporter du réconfort. Ici, je vais m'impliquer un peu plus parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement et qui me tient beaucoup à cœur. Je vais prendre plus le temps d'approfondir le sujet, d'apporter quelques anecdotes un peu personnelles. Ça me semble important de pas juste avoir cette place un peu extérieure de réconfort. Je veux parler d'à quel point ça touche le mental, le physique, les signes à voir chez les autres, mais aussi chez soi, parce que parfois on s'en rend pas compte. Je pense que c'est important aussi d'être capable de détecter quand une personne qui nous est chère ne va pas bien. On parlera aussi des facteurs de risque, même s'il y en a une infinité, de prévention et de solutions, on va dire. C'est un format moins ASMR et un peu plus podcast, mais ça me semble plus adapté pour ce sujet. Pour commencer, je veux déjà faire la différence entre le fait d'avoir des pensées suicidaires et d'être suicidaire. C'est pas exactement la même chose. Vous pouvez avoir des pensées suicidaires tout en ayant une partie de vous qui sait que vous ne passerez jamais à l'acte. Alors que lorsque vous êtes vraiment suicidaire, on va dire que c'est un peu le stade au-dessus, où il n'y a plus de signaux d'alerte. Les pensées suicidaires, c'est justement la période où on va encore demander de l'aide, parce qu'on se rend compte qu'on va mal. Alors qu'être suicidaire, c'est vraiment être prêt à passer à l'acte. Vous pouvez avoir des pensées suicidaires récurrentes qui peuvent être liées à une dépression ou des événements ponctuels et ne jamais passer à l'acte. Personnellement, ça va faire 20 ans que j'ai régulièrement des pensées suicidaires et comme vous voyez, je suis toujours là. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais, évidemment, parce qu'on ne peut pas prévoir ces choses-là. J'ai beau me dire que c'est contre mes valeurs personnelles, ça ne veut pas dire que je ne le ferai pas. Attention, je ne juge pas ceux qui passent à l'acte, c'est pour ça que je précise que ce sont mes valeurs personnelles, parce qu'elles ne s'appliquent qu'à moi-même. Parce que je pense que c'est une expérience personnelle, qu'il ne faut pas juger ceux qui passent à l'acte en disant que c'est des lâches ou qu'ils ont abandonné, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête et je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit. Donc comment on se sent quand on a des pensées suicidaires? C'est compliqué à expliquer, car une fois de plus c'est très personnel. On peut se sentir déprimé, parce que les deux vont souvent ensemble. On se sent souvent submergé, comme si tout allait mal d'un coup, comme si on avait beau chercher, il n'y a rien qui va. On se sent inutile, comme si personne ne voulait qu'on soit là, comme si personne n'avait besoin de nous. Et se sentir inutile, c'est une fois de plus mon expérience personnelle, mais c'est quelque chose de très dur à vivre, parce qu'on se dit, bah, si j'étais pas là, en fait, ça changerait rien. On se sent désespéré, on se sent engourdi, dans le brouillard tout le temps, comme si on méritait pas de vivre, on méritait pas d'être là, comme si on n'avait pas de raison de continuer à se battre. Comme je le disais, les pensées suicidaires, c'est la phase juste avant le passage à l'acte pour certains. C'est la phase où on est encore en train de se battre contre soi-même et où on cherche des raisons de continuer à se lever le matin. Donc on peut aussi se sentir très incompris, très invisible, parce que d'un point de vue externe, une personne qui ne sait pas ce qu'on traverse, ou qui nous connaît très bien, mais qui dans tous les cas n'est pas dans notre tête, peut nous dire « mais je comprends pas pourquoi tu te sens comme ça, il y a plein de choses positives dans ta vie, tu devrais pouvoir t'accrocher à ça ». Ben non en fait, malheureusement non, il y a un stade où c'est plus suffisant. Tout comme quand on va nous dire « mais tu te rends compte, si tu pars, tu vas laisser telle ou telle personne, t'as des frères et sœurs, des amis qui comptent sur toi ». La plupart du temps, ça part d'un bon sentiment. C'est bon de nous rappeler qu'on a des êtres chers, mais en fait, ça va juste nous donner un sentiment de culpabilité en plus, et on n'en a pas besoin de ça. Ça nous donne l'impression d'être une personne horrible et égoïste. Je vais faire cette petite parenthèse maintenant, mais il ne faut pas en vouloir aux gens qui essayent de vous aider sincèrement, même s'ils sont maladroits. Quand tu as le courage de te confier sur le fait que tu as des pensées suicidaires, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, il faut savoir t'entourer. Si la personne est directement assez brutale, assez négative, du style, y a des gens qui ont une vie bien pire que la tienne, t'as pas de raison de te sentir aussi mal, c'est n'importe quoi, tu veux juste te plaindre. Ces gens-là, tu les zappes direct, peu importe qui c'est. Que ce soit un ami ou un membre de ta famille, t'as pas besoin de ce genre de personnes dans ton entourage, et même quand tu vas bien d'ailleurs, les gens qui n'ont aucune empathie comme ça, bah c'est non, en fait. Après, il y a des gens qui vont vraiment essayer d'être là, mais ils n'ont jamais fait face à ça. Ce qui est une bonne chose pour eux, dans le principe où ça veut dire qu'ils n'ont jamais été en dépression ou qu'ils n'ont jamais côtoyé quelqu'un qui l'était, donc tant mieux pour eux. Mais ça veut dire qu'ils vont pas savoir comment gérer.
Ils vont pas forcément savoir trouver les mots, ils vont être maladroits et parfois ils peuvent même empirer les choses. Faut pas leur en vouloir parce que c'est vraiment pas fait exprès. Donc ces gens-là, faut pas les zapper complètement, parce que c'est pas de leur faute, mais faut s'en éloigner quand même quand t'es au plus bas, parce que typiquement ça va être le genre de personne qui va dire ça va passer. Alors que non, si t'attends, ça passera pas. Tu vas juste finir par passer à l'acte et voilà. Ou encore, faut t'accrocher aux gens ou pour te forcer à te raccrocher à quelque chose, te donner un pilier, te donner un but. Je vais te forcer à te raccrocher à moi. On me l'a fait. J'en veux pas du tout à cette personne, mais en gros, on me disait faut que tu restes parce que quelqu'un a besoin de toi. C'est horrible. Parce que ça m'a fait me sentir horrible et la personne qui avait besoin de moi n'a pas à jouer ce rôle de pilier dans ma vie. Je veux pas que quelqu'un soit mon pilier parce que c'est un poids qu'on devrait pas avoir à porter. On ne devrait pas avoir à se dire je suis la raison pour laquelle cette personne reste en vie. C'est un poids énorme à mettre sur les épaules de quelqu'un. Et une fois de plus, c'était juste maladroit. Il n'y avait aucune méchanceté derrière, c'était pour aider. Mais ça m'a fait me sentir encore plus mal après. Donc vraiment, on ne veut pas ces personnes, parce que c'est vraiment juste de la maladresse et c'est leur façon d'exprimer leur inquiétude. Donc ce que je conseille personnellement, c'est de simplement leur dire gentiment « Excuse-moi, mais là, ce que tu me dis, ça m'aide pas. C'est pas le genre de choses que j'ai besoin d'entendre. Je comprends que tu n'es pas apte à m'aider. Ne le prends pas mal, c'est pas contre toi. Mais pour le moment, je préfère soit que tu dises rien, soit que je m'éloigne un peu. » Faut juste être honnête dans ces moments-là, parce que j'estime que si t'as déjà eu le courage d'exprimer le fait que t'as des pensées suicidaires, continue à être honnête. En fait, ça sert plus à rien de cacher ce que tu ressens après. Donc adopte plutôt une attitude bienveillante envers eux, du style merci de me voir, merci de voir que je vais pas bien, merci de vouloir m'aider, mais t'y arrives pas. Fin de la très longue parenthèse. Donc j'ai parlé surtout de comment on se sent mentalement quand on a ces pensées-là, mais il y a le physique qui joue beaucoup aussi, parce que très souvent, on va avoir un sommeil qui va changer, qui peut devenir irrégulier avec des insomnies, des cauchemars, un changement dans l'appétit aussi, beaucoup plus manger ou au contraire ne rien manger du tout. Et ce qu'on voit le plus souvent aussi, tout comme dans la dépression sévère, parce que pour moi les deux sont liés, c'est de moins prendre soin de soi. Je le dis à chaque fois dans la description de mes vidéos, mais je ne suis pas psy. J'ai suivi des thérapies, mais ça fait pas de moi un psy. Mais pour moi, la dépression et les pensées suicidaires vont ensemble, parce qu'on n'est pas forcément suicidaire quand on est déprimé, mais je pense qu'on est forcément déprimé quand on est suicidaire. Une personne qui n'est pas déprimée, pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes, n'aura pas forcément de raison ni d'envie de vouloir arrêter de vivre. Parce que justement, elle est heureuse de vivre. Alors que quand on est en dépression, on va souvent moins prendre soin de soi, voire plus du tout. Ça dépend de beaucoup de choses, de l'environnement, de si on vit seul ou pas. En gros, si on a l'obligation ou non de prendre soin de nous. C'est-à-dire que si tu dois aller à l'école, à l'université ou au travail, tu vas faire le strict minimum pour garder une apparence de « je vais bien, tout va bien ». Puis une fois chez toi, par exemple si tu as 3 jours pendant lesquels tu n'as pas besoin de sortir, tu vas pas te changer, te laver, ni rien. Si tu vis seul, lorsque tu es chez toi, ça va être encore pire. Tu vas pas te coiffer, te laver, te brosser les dents, faire attention à ce que tu manges. Parce que de toute façon, tu es dans l'optique du « pourquoi m'embêter à prendre soin de moi si de toute façon tout le monde s'en fiche que je sois là ou pas et que moi-même je m'en fiche ». Tu es dans un stade où vraiment tu t'en fiches parce que t'es plus du tout une priorité en fait. Pour toi-même, évidemment. Du coup, ça fait partie des choses à vraiment surveiller chez tes êtres chers. Si quelqu'un commence à te dire « j'ai du mal à dormir », mais que c'est récurrent, pas juste une nuit ou deux, si tu vois que ses habitudes changent, sa façon de s'alimenter ou même son style vestimentaire, par exemple si avant c'était quelqu'un qui mettait des choses qui la mettaient en valeur, mais que d'un coup elle porte des vêtements vraiment amples, comme si elle voulait disparaître, c'est des signes qu'on peut voir, vraiment. Il y a beaucoup de signes de pensées suicidaires qu'on peut voir, mais il faut les connaître. Après, il ne faut pas non plus commencer à être parano et à analyser tout ce que nos êtres chers font, mais je pense que si on est au courant que la personne a déjà des antécédents ou qu'elle est dans une situation qui potentiellement peut lui donner envie d'en finir, c'est des choses à surveiller, sans forcément lui en parler parce que lui demander tous les jours comment tu vas aujourd'hui, t'es déprimé, t'as envie d'en finir, c'est pas la solution. Mais pour prendre conscience de sa situation, pour pouvoir réagir
Si tu vois que la personne commence à parler du jour au lendemain de suicide, à faire des blagues sur la mort, mais où tu sens qu'il y a un message quand même derrière, que la personne commence à prendre plus de médicaments qu'avant, qu'elle a des changements d'humeur radicaux, tu vois, c'est des petites choses quand même à surveiller. Quand on est en dépression, on peut avoir des pics de joie, et d'un coup après, ça va plus du tout. Et je pense surtout à un signe qui est plus marquant pour moi, parce que je l'ai vu dans d'autres situations que juste les pensées suicidaires. Ça peut être aussi, par exemple, pour les gens qui sont en fin de vie, où bien sûr, ils vont pas bien, ce qui est logique. Et d'un coup, ils ont un pic d'énergie, ils ont le sourire, l'impression qu'ils vont super bien, et là, on se dit, waouh, ça y est, ils sont sauvés. Et en fait, non, c'est l'inverse qui se passe. Tu peux avoir une personne qui est en dépression pendant 6 mois, pendant 1 an, et un jour, tu te dis, waouh, elle a le sourire, elle a du peps et tout, et 3 jours après, la personne met fin à sa vie. Et du coup, tu comprends pas, parce que tu te dis, mais attends, je pensais que tout allait bien. Mais en fait, c'est quelque chose de normal, et justement, c'est un truc à surveiller vraiment chez tes amis. Si tu sais qu'ils sont en dépression pendant un certain temps, et que du jour au lendemain, ils vont super bien, dis-toi que c'est pas forcément une bonne chose. C'est quelque chose à surveiller. Il faut prendre le temps de vérifier si c'est que la personne, elle va vraiment mieux, qu'il y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'elle a eu un déclic pour s'en sortir, ou si c'est une alerte. Les autres comportements qui peuvent changer, ça va être la sociabilisation, surtout l'isolation. Euh, Cette personne, elle commence à s'isoler du jour au lendemain, ou même progressivement. Elle va beaucoup moins sortir, beaucoup moins parler, couper sa vie sociale. Ça se voit d'autant plus avec quelqu'un qui va avoir tendance à souvent sortir, aller boire un verre avec ses amis toutes les semaines, etc. Et qui, du jour au lendemain, ne va plus le faire, ou qui va trouver des excuses de plus en plus pour ne pas venir. Les excuses, elles peuvent sembler valables au début, mais au bout d'un moment, tu te dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est quand même bizarre. Et c'est toujours une excuse différente. J'ai un doute, tu vois. Ou au contraire, la personne, elle peut donner l'impression de ne pas s'isoler, de sortir, mais de sortir encore plus. Et de tomber dans un schéma d'addiction, parce qu'elle va commencer à boire plus, par exemple, à tomber dans la drogue peut-être aussi. Parce que quand on est sous ou qu'on est défoncé, on n'a plus ces pensées suicidaires, puisqu'on pense plus à rien. On n'est plus là. Donc il y a des gens qui vont chercher un refuge là-dedans. Et c'est pareil, c'est quelque chose à surveiller, surtout si c'est une personne qui n'a pas du tout l'habitude de faire ça, ça va se voir direct. Une fois de plus, ça peut être progressif, mais on peut s'en rendre compte. Ensuite, il y a aussi des gens qui vont carrément faire de la préparation. Si tu vois qu'une personne qui t'est chère commence à donner à d'autres personnes certains objets qui sont importants pour elle, voire à faire des lettres, rappeler souvent aux autres qu'elle les aime, comme si elle les préparait au fait qu'elle allait partir, ça se voit vraiment. C'est des choses qui peuvent sembler toutes bêtes comme ça, mais quand on connaît les signes, on peut les voir. Après, je dis pas ça pour que si malheureusement quelqu'un de ton entourage passe à l'acte, tu t'en veuilles, en te disant que t'as pas vu les signes alors que tu les connais. C'est pas du tout le but, parce que le suicide, c'est quelque chose de Si une personne décide de passer à l'acte, excepté si t'es la personne qui l'a poussé à le faire, parce que ça arrive, si tu es quelqu'un qui tenait à elle, que tu voulais faire attention et que t'as pas vu les signes, tu n'es pas responsable. T'es aucunement responsable du passage à l'acte de quelqu'un d'autre. Parce que si t'as pas vu les signes et que la personne ne t'a pas demandé d'aide, tu n'aurais rien pu faire dans tous les cas. C'est que cette personne, elle était décidée. Elle avait déjà pris sa décision et malheureusement, tu n'aurais pas pu l'en empêcher. C'est normal de se sentir coupable dans ces cas-là parce que t'as perdu quelqu'un, que t'as l'impression que tu aurais pu changer les choses. Mais même si tu vois tous les signes, que tu fais vraiment de ton mieux, si la personne passe quand même à l'acte, c'est pas de ta faute. C'est pas que t'as raté quelque chose, c'est pas que t'as pas été un assez bon ami. Non, c'est qu'il y a des fois où la personne, elle en peut simplement plus et que même entourée par les meilleures personnes du monde, ce sera jamais suffisant. Et c'est ça qui est terrible avec le suicide et les pensées suicidaires, c'est de se dire qu'on peut être entouré d'énormément de gens qu'on aime et qui nous aiment, mais ça peut ne pas suffire. Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape du bah non, je peux pas partir parce que ça va faire du mal à telle ou telle personne. Et il y a le stade où on s'en fiche parce qu'on se dit oui, je vais les faire souffrir, mais je serai plus là pour le voir. C'est aussi simple que ça en fait, c'est de se dire je serai plus là. Donc au final, ce qui se passe une fois que je serai partie, ça ne me concerne plus. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des facteurs de risque à surveiller pour soi-même et pour les autres. Se surveiller et s'analyser de temps en temps, c'est pas une mauvaise chose non plus. Prendre un peu de recul pour se demander si là, c'est une anxiété juste à cause du travail par exemple, ou de quelque chose de ponctuel. Est-ce que tu es déprimé à cause de quelque chose en particulier et les choses peuvent s'améliorer?
Ou bien est-ce que c'est plus grave? Est-ce qu'il faut que tu demandes de l'aide? Parfois, on s'en rend pas forcément compte quand on va pas bien, parce qu'on est dans le déni, ou bien parce qu'on s'oublie pour privilégier quelqu'un d'autre. Parfois, on peut aussi avoir besoin qu'une personne extérieure nous le fasse remarquer, parce que même si on voit les signes chez quelqu'un et qu'on lui dit, la personne restera dans le déni. Même en disant des choses telles que t'as l'air vraiment fatigué en ce moment, t'es sûr que ça va, je trouve que t'as plus d'idées noires, que tu sors un peu moins, est-ce que tu veux justement qu'on sorte pour changer les idées, est-ce que tu veux parler? Et la personne, elle va pas comprendre parce que pour elle, tout va bien. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est être là, surveiller la personne sans pour autant l'étouffer. Je pense que les valeurs personnelles, elles jouent aussi sur ça. Par exemple, se dire, j'ai surmonté tellement de choses, je vais pas craquer maintenant, ou j'ai survécu à la perte d'un être cher ou autre, et je m'en suis sortie. Pourquoi là est-ce que je serais déprimée alors qu'il m'est arrivé quelque chose de pire avant, par exemple? Euh, Dans ces cas, ça devient compliqué de prendre du recul et de s'auto-diagnostiquer. Donc il y a beaucoup de facteurs de risque qui vont être par exemple des traumatismes qui peuvent te suivre toute ta vie ou que tu peux avoir oublié parce que le cerveau il fait très souvent ça pour nous protéger et les traumas peuvent ressurgir très longtemps après. C'est-à-dire que tu peux te prendre une claque du jour au lendemain parce que d'un coup tu te rappelles un truc qui t'est arrivé des années auparavant. Et là c'est le choc parce que tu réalises qu'il t'est arrivé quelque chose mais que tu n'en avais pas conscience. Il faut le gérer. Parce qu'il faut que tu gères à la fois le fait de te prendre la claque, le fait de revivre les émotions que tu as ressenties quand l'événement est arrivé, et les émotions que tu ressens maintenant avec le recul sur la situation. Et tout gérer d'un coup, ça peut être extrêmement compliqué. Ensuite, il y a le stress de la vie, qui peut être la perte d'un être cher, le stress par rapport au travail, à l'école, aux problèmes financiers. Les sources de stress comme ça, si elles sont cumulées avec d'autres sources, parce que généralement, il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est une accumulation qui va faire déborder le vase, en fait. Euh, S'il n'y a qu'une seule chose qui ne va pas, même si c'est quelque chose d'important, tu vas pouvoir gérer. Mais s'il y a plusieurs choses en même temps, tu vas vite te retrouver submergé. Un autre facteur de risque, la dépression, évidemment. Les substances illégales, ou même légales d'ailleurs, l'abus de substances, la drogue, l'alcool, etc., ça peut conduire à ce genre de pensée aussi. Les abus physiques et verbaux, le harcèlement, c'est quelque chose que j'ai remarqué. J'en avais déjà un peu conscience avant, mais en grandissant, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. D'autant plus que j'ai l'occasion de parler avec pas mal de jeunes. Je me rends compte que vraiment le harcèlement, surtout à l'école, au collège, au lycée ou au travail, je trouve que c'est de pire en pire. Dans tous les cas, j'ai pas le souvenir que c'était à ce point-là quand j'étais ado. Je vais pas blâmer Internet parce que c'est pas mon genre et que je pense qu'Internet, comme toute technologie, a du bon et du mauvais. Ça dépend de la façon dont on l'utilise, mais Internet facilite les choses. Faut être honnête sur ça. Parce qu'on va dire que non seulement la personne, elle peut être harcelée au travail ou à l'école, mais en plus en dehors, puisque les harceleurs ont les moyens de continuer via les réseaux sociaux. Donc on va dire que c'est pire dans le principe où en gros avant tu te faisais harceler à l'école, t'arrivais chez toi, au moins t'avais la paix. Alors que là même chez toi t'es pas tranquille. C'est un harcèlement continu. Je trouve qu'on voit de plus en plus de jeunes, voire de très jeunes, qui vont parler de mettre fin à leur jour et je trouve ça super triste parce que j'ai cette vision peut-être un peu trop naïve, mais de me dire que quand on a 10-12 ans, on est censé être encore un enfant, limite un bébé. On connaît encore rien, on sort tout juste de l'enfance et on entre doucement dans l'adolescence. On ne devrait pas avoir à penser à ces choses-là. Et entendre aux infos qu'un enfant de 12 ans a mis fin à ses jours, waouh! Parce que pour moi, quand j'avais cet âge-là, la mort, c'était encore un concept abstrait, très lointain. Je savais qu'un jour on allait mourir, mais je me sentais pas concernée parce que j'avais 12 ans et que penser à ma propre mort, ça me serait jamais venu à l'idée. Alors que maintenant, on le voit de plus en plus et je trouve ça vraiment super triste. Euh, je pense que tu te doutes que, enfin, vu le nom de ma chaîne, qui est Auntie, qui veut dire tata, que j'ai des neveux et nièces, et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce que je me dis que la nouvelle génération, faut vraiment y faire attention parce qu'ils ont plus de risques. Pour continuer sur les facteurs de risque, parce que il en reste encore un peu, la culpabilité peut vraiment avoir de grosses conséquences aussi, comme une façon de se punir par exemple, ou parce que c'est trop lourd à porter. Se comparer aux autres aussi, c'est vraiment nocif. Beaucoup de gens le font, parce qu'on est formaté comme ça, que la société nous dit toujours comment on doit être. Pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros, pas trop mince. Faut s'habiller comme ci ou comme ça. Et si tu rentres pas dans le moule, t'es considéré comme différent. Et c'est mal vu.
J'en ai déjà un peu parlé, dans la vidéo sur le body shaming, mais le fait de se dire: «Bah, les gens de mon âge, ils font ça et ça, moi je le fais pas, donc ça veut dire que j'ai un problème», forcément, sur le mental, ça joue énormément. Ça peut être par exemple à l'adolescence, se dire: «J'ai tous mes amis qui sont en couple et moi j'ai personne». Ça veut dire que personne va jamais m'aimer. Ou même en grandissant, se dire: «Tous les gens que je connais, ils se marient, ils ont des enfants, ils ont un boulot stable et moi j'ai pas tout ça». Bah, le raisonnement qui semble le plus logique, c'est de se dire: «Bah, du coup on vaut rien». Alors que non, pas du tout. C'est juste que tu prends pas le même chemin. Il y a des choses dans la vie qui ont fait que peut-être l'occasion de se marier ou d'avoir des enfants s'est pas présentée, ou que c'est un choix personnel d'être célibataire et sans enfant, donc faut encore moins se comparer. En fait, chacun a son propre rythme dans la vie. Il y a des gens qui vont prendre plus de temps que d'autres à trouver leur voie. Professionnellement, par exemple, il y en a qui vont mettre des années à trouver ce qui leur plaît vraiment et forcément, bah, on se sent nul en attendant. On se sent moins bien que les autres parce que eux, ils savent ce qu'ils veulent faire de leur vie et ils font ce qu'il faut. Mais ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Chacun a son propre fonctionnement, chaque personne est différente. Donc se comparer, c'est pas du tout une bonne chose, surtout qu'on va toujours se comparer à quelqu'un qui a des choses qu'on n'a pas, sans prendre en considération les différences euh, d'épreuves qu'on a dû traverser, les efforts qui ont été fournis pour arriver aux objectifs. Plutôt que de se dévaloriser, quitte à se comparer, autant le faire de façon positive, en s'inspirant des autres. Ça peut être une source de motivation de voir quelqu'un avoir quelque chose qu'on veut, ça peut nous booster à nous surpasser pour l'obtenir aussi. Et ça va avec la peur du futur, qui est aussi un facteur de risque, avoir l'impression que tu vas nulle part, avoir l'impression d'avoir aucun but dans la vie, de pas savoir pourquoi tu es là. C'est compliqué à gérer aussi parce que on n'arrive pas à se projeter. Et au contraire, ceux qui arrivent à se projeter, ils vont nous angoisser. J'ai des amis à qui, si je demande où ils se voient dans 5 ans, ils ont une réponse claire et nette. Et moi, je suis là, bah, c'est déjà bien si dans 5 ans je suis encore là et je sais pas ce que je vais faire demain, donc m'en demande pas trop. Et c'est pas grave, il y a un moment où je vais trouver, j'essaye de pas y penser. Et c'est pas du déni, c'est plus admettre qu'on n'a pas la réponse à cette question et que se triturer l'esprit, ça n'en apportera pas en fait. Seul l'avenir peut le dire. Il peut se passer des choses qui vont faire que ma vie va changer, je peux avoir une opportunité qui se présente soudainement, et ça on peut pas le prévoir. Donc j'essaye de pas me stresser à propos de choses que je ne peux pas contrôler. Alors oui, bien sûr, on peut essayer de se créer des opportunités en testant de nouvelles choses. C'est même quelque chose que je conseille fortement d'ailleurs. C'est un bon moyen de se découvrir des nouveaux centres d'intérêt. Par exemple, j'ai écrit des romans, j'ai commencé à écrire assez tôt, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça me permet d'extérioriser pas mal de choses. Et il y a 6 mois à peu près, j'ai fait la connaissance d'un youtubeur américain qui fait de la ASMR. Et il m'a demandé d'écrire un script. Alors, ça s'est fait vraiment par hasard. Je proposais une idée un peu comme ça lui a plu et il m'a demandé de l'écrire. J'avais jamais écrit de script de ma vie. Ça m'a énormément stressée parce que c'est un format que je ne maîtrisais absolument pas. Parce que dans les romans, j'ai l'habitude de faire beaucoup de descriptions. Là, on peut pas. Tout ce qu'on a, c'est une ou plusieurs voix et des effets sonores. Et c'est très compliqué de raconter une scène ou de faire passer des émotions juste avec ça. Et au final, je l'ai fait parce que je me suis dit qu'après tout, j'avais rien à perdre et je regrette pas du tout. Parce que depuis, j'ai écrit beaucoup de scripts pour lui, je me suis énormément améliorée et je travaille toujours avec lui d'ailleurs aujourd'hui. Et qu'en plus de ça, j'ai rencontré une personne absolument adorable et plein d'autres personnes de sa communauté qui maintenant me sont chères, qui sont devenues des amis. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait de moi-même avant, parce que je me serais dit que c'était pas mon domaine. Moi, c'est les romans de fantasy, point. Et je pensais que le format script, c'était pas fait pour moi du tout. Et le fait d'avoir eu le courage de saisir cette opportunité, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis découvert, on va dire, un nouveau talent. Donc vraiment, ose sortir de ta zone de confort de temps en temps aussi. En fait, ça peut pas te faire de mal. Dans le pire des cas, tu vas tester, tu vas pas aimer. Bon, tu auras perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais parler de choses artistiques parce que c'est ce qui me vient le plus en tête pour tester des choses qu'on connaît pas, justement. Par exemple, essayer le dessin, la peinture, ou si tu gères déjà le dessin, essayer d'autres formats. Se dire, bah, j'ai l'habitude de mes crayons et de mes feutres, est-ce que je peux essayer la peinture, l'aquarelle, ou même passer au digital sur tablette? C'est des petits changements, mais au final, quand on essaye quelque chose, même si on n'y arrive pas au début, on a envie d'y arriver, donc ça nous booste.
On n'est pas obligé d'avoir que des objectifs qui nous poussent sur les 10 prochaines années, sur le long terme. Je trouve que c'est même plus important d'avoir des petits buts au quotidien parce que ça nous fait du bien. Ça aide vraiment à aller mieux. Un autre facteur de risque que je trouve horrible, c'est la sexualité et le genre, quand on a une famille ou un environnement hostile qui ne nous soutient pas. Donc principalement, ça va être la communauté LGBTQ+, évidemment. Je trouve ça horrible de voir le nombre de gens qui vont perdre leurs amis, leur famille, parce qu'ils ont une sexualité différente. Parce qu'ils vont pas être hétéros ou parce qu'ils vont pas être cisgenres. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails de la communauté LGBTQ+, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, et que je pense faire une vidéo sur ça, et que là, c'est pas vraiment le sujet, mais en gros, une personne cisgenre se sent du même genre que celui assigné à sa naissance. Donc, ne pas être hétéro cisgenre, c'est ne pas être dans la norme de la société. Et pour beaucoup d'autres personnes, d'ailleurs, c'est la norme. Et ça peut conduire à des dépressions, à des idées noires, parce que c'est souvent accompagné de rejet, de harcèlement, d'un sentiment d'être trop différent et de ne pas avoir sa place dans ce monde. Et c'est hyper triste parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Quand on est vraiment dans cette phase de pensée suicidaire, j'en ai parlé un peu au début déjà, mais je voudrais juste mettre l'accent sur certaines conséquences. D'ailleurs, je pense que c'est à la fois une conséquence et un facteur de risque suivant le moment où ça commence à arriver. Par exemple, la haine de soi ou avoir une mauvaise estime de soi. Ça peut venir avant ou après. Parce qu'on peut soit commencer à se détester parce qu'on se sent différent, pas assez bien, etc. Ce qui mène aux idées noires, ou inversement, commencer à avoir des pensées suicidaires et la haine de soi va s'ajouter. Un peu comme une excuse pour nous donner raison. Se dire, bah oui, c'est normal que j'ai envie de mettre fin à ma vie. En même temps, t'as vu la tronche que j'ai. Je ressemble à rien. Enfin, des choses comme ça. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est la dissociation. Pour résumer, c'est le fait d'être là, mais pas là. Personnellement, quand je suis en dissociation, c'est vraiment ce que je vis. Physiquement, je suis là, mais mentalement, je suis complètement ailleurs. Ça peut être juste une petite dissociation où on part dans nos pensées tellement profondément qu'on oublie ce qui nous entoure à des moments un peu aléatoires. Mais par exemple, dans mon cas, lorsque je faisais de la dissociation au travail, c'était parce que j'étais en burn-out. Donc j'allais au travail, je faisais mon taf, mais j'étais pas là. Mentalement, j'étais pas là du tout. J'étais un robot. Je ressentais rien parce que j'en étais plus capable. J'étais tellement épuisée psychologiquement et physiquement que je pouvais plus le faire. Et donc c'était soit je continuais à avoir la boule au ventre, à ne pas vouloir aller travailler, à avoir des crises d'angoisse, des crises de larmes, soit je coupais tout et je continuais d'aller travailler parce que j'avais besoin de ce travail. Et c'est ce que j'ai fait, inconsciemment évidemment, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est très dangereux d'être comme ça. Je pense que la dissociation, si sa petite dose, c'est pas nocif. Par exemple, si tu lis un livre et que tu es tellement dedans que tu t'imprègnes de cette nouvelle réalité et que ce qui t'entoure n'existe plus, même pour un court instant, c'est de la dissociation. Pareil lorsque tu regardes un film. C'est de la dissociation et c'est pas négatif pour autant. Tant que c'est pas sur le long terme et que c'est pas utilisé comme un moyen d'échapper à la réalité tout le temps. C'est là que ça devient dangereux. Il y a aussi une chose dont j'ai pas encore parlé et qui n'est pas un moyen d'échapper à la réalité mais à sa douleur mentale, c'est évidemment l'automutilation, le plus souvent la scarification. La douleur mentale, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la faire taire. Alors que la douleur physique, on la contrôle. On sait quand elle commence et on sait qu'après quelques jours, ce sera fini. Donc c'est une sorte d'échappatoire. Pas du tout conseillé, forcément. Euh, je juge pas les gens qui le font en disant ça. Je l'ai jamais fait personnellement, mais je comprends ceux qui peuvent en arriver là. C'est pas une solution, évidemment, mais c'est un sacré signal d'alerte qui veut dire qu'on a besoin d'aide. Comme les personnes qui vont faire une tentative de suicide, mais qui n'a aucune chance d'aboutir. Par exemple, prendre des cachets qui vont te faire aller à l'hôpital, mais pas dans une dose suffisante pour mettre fin à tes jours. C'est un appel à l'aide. C'est une façon aussi d'attirer l'attention sur ton état en disant « Attention, là j'ai prévenu », en quelque sorte, mais la prochaine fois je me raterai pas. Comme je le disais avant, le suicide pour ma propre personne, c'est pas une option. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai jamais fait de scarification ou de tentative de suicide, même si j'ai déjà eu envie de le faire. C'est parce que je sais ce que ça pourrait impliquer après. Et que c'est pas quelque chose qui me ressemble. Pour clôturer un peu le sujet, on va parler prévention. Je l'ai déjà fait
un peu tout au long de l'audio en disant de faire attention aux signes, mais il n'y a pas que ça. Quand on est déjà dans la phase des pensées suicidaires, de dépression, il y a des petites choses à faire. C'est pas ce qui va te guérir sur le long terme, mais ça aide au quotidien. Et je pense que c'est tout aussi important parce que pour moi, réussir à se lever le matin, quand on est dans cet état-là, c'est déjà vraiment quelque chose d'incroyable. Donc évidemment, aller voir un thérapeute, un professionnel. Alors je sais que c'est dur la première fois. La toute première séance, réussir à prendre rendez-vous, à y aller, à se dire qu'on va parler de notre vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est très anxiogène, mais c'est nécessaire. Et sache que tu as le droit de changer de thérapeute. C'est quelque chose qui peut te stresser, mais si le feeling il passe pas avec la personne, rien ne t'oblige à continuer avec elle. Tu peux parfaitement changer de psy en cours de route si tu sens que celui avec qui tu es actuellement ne te convient pas. Il faut que tu aies confiance en cette personne en fait. Il y a évidemment aussi, pour une aide plus ponctuelle, les lignes d'urgence. SOS suicide, SOS amitié. Une fois de plus, c'est un inconnu. Donc je sais que ça peut être stressant. Mais parfois c'est mieux parce que justement, c'est une personne qui ne te connaît pas. Elle ne te juge pas parce que c'est son travail. Elle ne te voit pas, étant donné que c'est au téléphone. Donc c'est une façon de vider son sac et de ne pas avoir peur que la personne te regarde autrement après. Tu peux aussi, bien sûr, en parler à un ami ou à un membre de la famille, quelqu'un en qui tu as confiance et qui ne va pas te juger. Et qui certes te verra différemment après, mais sans pour autant te regarder avec pitié. Ils vont voir qui tu es réellement. Et c'est comme ça qu'ils pourront t'aider. Souvent, ils vont même être honorés ou flattés d'une certaine façon parce que tu montres du courage en parlant, tu leur montres ce que tu peux considérer comme un état de faiblesse, alors que ce n'est pas le cas, et tu les as choisis eux et pas quelqu'un d'autre pour te confier. Et de toute façon, inconsciemment, tu vas te tourner vers des gens qui ont un vécu un peu similaire, parce que tu sais qu'ils peuvent te comprendre. Et savoir bien s'entourer, c'est hyper important. Ensuite, il y a des petites astuces. Par exemple, la recherche de dopamine. Alors, la dopamine, c'est ce qui nous aide à nous concentrer, à trouver de l'intérêt dans les choses. Parce que c'est l'un des symptômes qu'on a quand on est en dépression, même les choses qui nous passionnent en temps normal, elles perdent de leur saveur. Et bien sûr, prendre soin de soi. Alors je sais que certains vont rigoler parce que quand on nous dit faut que tu dormes, faut que tu fasses du sport, que tu fasses attention à ce que tu manges, que tu médites, que tu ailles en vacances, on le sait. Mais on n'a pas la force de le faire. Alors je pense que tout n'est pas acheté pour autant. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir directement. Par exemple le sommeil. Sans médicaments, si tu fais des insomnies ou des cauchemars, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Manger plus sainement, c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi parce que notre appétit change. Donc je pense que le principe, c'est de choisir un seul conseil et de se concentrer sur cette partie de notre vie. Ou au contraire, de faire un tout petit peu de chaque. Par exemple, te dire, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un repas équilibré. Cool, peut-être que demain, je mangerai mal, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Il y a beaucoup de psys qui conseillent de faire des carnets de reconnaissance, de bienveillance envers soi-même. Se dire, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Et noter même les objectifs les plus basiques, enfin, qui semblent basiques pour quelqu'un qui n'est pas en dépression ou qui n'a pas de pensée suicidaire. Aujourd'hui, j'ai réussi à sortir de mon lit pendant 2 heures. J'ai pris une douche, je me suis brossé les dents. C'est énorme pour quelqu'un qui va mal. Aujourd'hui, j'ai réussi à aller dehors. Aujourd'hui, j'ai réussi à aller voir des amis, à aller boire un café. C'est des petites choses, mais c'est des réussites. Et le fait de les noter, ça permet de voir les progrès qu'on fait. Et au lieu de se dire, j'ai encore rien fait de ma journée, je suis nulle, on peut voir que si, on a fait des choses. Tu t'es levé, tu as affronté la vie, tu as pris une douche, donc tu as pris soin de toi. Il faut valoriser ça, parce que chaque petit pas en avant compte. Tu vas aller mieux, même si ça risque de prendre du temps. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas seul.